Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans 60 minutes pour comprendre sur Média TV. Nous sommes le mercredi 14 octobre. Vous avez l'habitude, tous les soirs de la semaine, nous essayons pour vous de décrypter, de vous donner des clés de compréhension pour mieux comprendre l'actualité nationale et internationale. Et comme tous les soirs, nous le faisons en compagnie d'observateurs, d'invités et d'experts nationaux et internationaux. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, le compte Facebook, la page Facebook de Média TV, le compte Twitter sur le hashtag 60MPC. Vous nous avez déjà transmis des réactions et des questions. Nous n'hésiterons pas à les utiliser au cours de la discussion. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Nouzha Sqali, vous êtes député, porte-parole du réseau parlementaire pour l'abolition de la peine de mort. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Driss Liazemi, vous êtes président du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Driss Jaiden, écrivain, éditorialiste et vous êtes également professeur de philosophie. Moustapha Zneidi, vous êtes membre de la coalition marocaine contre la peine de mort. 114, c'est le nombre de détenus dans les couloirs de la mort de nos prisons. La dernière exécution effective remonte au Maroc à 1993. Pourquoi le Maroc, abolitionniste de facto, ne le devient-il pas de jure? Le débat porté par la société civile et certains représentants politiques et salué par le souverain, a-t-il des chances d'aboutir? Quels sont les arguments des pro-peine de mort? Peine de mort au Maroc, vers l'abolition, point d'interrogation, c'est le titre de l'émission de ce soir. L'abolition de la peine de mort, un combat mené au quotidien par plusieurs associations marocaines. Lundi dernier, des militants des droits de l'homme ont organisé un sit-in devant le siège du Parlement. Ils ont rappelé leurs revendications 2 jours après la journée mondiale contre la peine de mort. Acteurs associatifs, universitaires, avocats, plusieurs personnes se sont concernées. Le mercredi 7 octobre 2015, la coalition marocaine de la peine de mort a organisé un panel pour inciter à la réflexion sur l'utilité de cette peine dans le système pénal. Les abolitionnistes réclament une suppression définitive de la peine capitale. Ils comptent soumettre prochainement la proposition au Parlement, là où ce dossier épineux divise encore. Selon une étude de la coalition marocaine contre la peine de mort publiée en janvier 2015, plus de 1000 actions sont sanctionnées par la peine capitale au Maroc. Quant à l'Observatoire marocain des prisons, il a fait état en 2014 de 112 détenus condamnés à mort dans les établissements pénitentiaires du royaume. Parmi les nombreux crimes passibles de la peine de mort, les crimes de sang, incendie volontaire, recours aux moyens de torture, atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à la vie du roi, trahison, multiples infractions militaires et crimes contre la santé publique. La dernière exécution au Maroc remonte à 1993. Le commissaire Thabet, à l'origine d'un scandale de mœurs, a été exécuté le 5 septembre de la même année. La forte mobilisation associative contre la peine de mort remonte à une dizaine d'années. Selon le mouvement abolitionniste marocain, la peine capitale est inefficace, injuste et violente. Elle représente une violation du droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour le mouvement, la peine de mort n'a pas d'effet sur le taux de criminalité. En revanche, des voix s'élèvent pour maintenir cette peine, car le droit à la vie ne signifie pas nécessairement l'abolition de la peine capitale. C'est la déclaration du ministre de la Justice et des Libertés, Moustapha Rabid, en réponse à une question orale à la Chambre des conseillers en 2014. Bien, mesdames, messieurs, ce que nous allons essayer de faire ce soir, 60 minutes pour un débat sur la peine de mort, vous en conviendrez, c'est assez court. Par contre, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est la manière avec laquelle le débat est posé, en commençant d'abord par un état des lieux. Parce que c'est vrai qu'on a eu dans ce reportage un bref aperçu de l'état de la peine de mort. On pourra parler de la peine de mort à l'international. Nouzha Sqali, la peine de mort aujourd'hui au Maroc, avant qu'on parle du débat, on a eu des chiffres, on a dans le code pénal des sanctions qui sont prévues, 114 détenus aujourd'hui dans les couloirs de la mort. Il était important que le débat soit posé aujourd'hui? Oui, c'est très important. Le débat ne date pas d'aujourd'hui. Le débat s'inscrit tout naturellement dans le combat qui est mené au Maroc depuis plusieurs décennies dans le domaine des droits de l'homme, de la promotion des droits de l'homme, des libertés et dans le sens d'un Maroc conforme aux valeurs universelles, à l'humanisme, aux valeurs humanistes et humanitaires qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes dans si vous voulez, dans le monde. Et à cet égard, peut-être qu'on pourrait commencer par la fin et parler de ces 122 en fait qui sont... On n'est pas sur 114, on est sur 122. Parce qu'il y a eu des condamnations qui ont continué, des condamnations à mort, dont 2 femmes sont condamnées à mort. Et nous avons eu de multiples occasions de rendre visite
Et en même temps, il y a une étude qui a été faite par l'Organisation marocaine des droits de l'homme qui a montré la situation catastrophique dans laquelle se trouvent ces condamnés à mort. Et moi, j'ai encore à l'esprit les paroles d'un des condamnés qui a été condamné depuis 30 ans et qui nous a dit « mais je ne suis plus le même homme ». L'homme qui a commis un crime quand il avait 18 ans ou 19 ans, peu importe l'âge qu'il avait, il a dit il y a 30 ans, j'ai changé, j'ai compris beaucoup de choses, je suis devenu un autre homme, j'ai payé ma peine, j'ai payé ma dette à la société, qu'est-ce que la société me vaut encore? Alors moi je dis que la peine de mort c'est une peine inutile, effectivement avec le mouvement des droits de l'homme, inutile parce qu'elle n'a jamais été dissuasive. Alors on y reviendra justement parce qu'il y a beaucoup de faits qui étaient c'est ce genre de cruel choses. Et c'est inhumain et c'est quelque chose qui est dépassé par l'humanité, comme il fut un temps où il y avait l'esclavage qui paraissait une nécessité et qui a été complètement... L'humanité a aboli l'esclavage, l'humanité a aboli énormément de pratiques, des pratiques inhumaines et barbares, et aujourd'hui la peine de mort, il y a un large mouvement international qui a aboli la peine de mort dans le droit ou dans les faits. Il y a 161 pays qui ont aboli dans les droits ou dans les faits la peine de mort. Et seul un nombre très réduit de pays continuent à pratiquer cette peine. Et on voudrait que le Maroc ne soit pas le dernier de la classe. On voudrait que le Maroc soit parmi les pays les plus humanistes, les plus avancés dans le domaine des droits de l'homme. Écoutez, le Maroc maintenant fait partie d'un mouvement qui a commencé. Je voyais ça en préparant cette émission il y a plusieurs siècles. Hein. Le premier réquisitoire, réquisitoire contre la peine de mort et plaidoyer pour son abolition date du XVe siècle. Cesare Beccaria, philosophe italien, qui écrit déjà à l'époque, il y a 5 siècles, donc, un grand livre qui le premier réfléchit sur les peines. Le titre de son ouvrage, c'est « Des peines et des délits ». Et déjà, il y a un plaidoyer que nous pourrions aujourd'hui reprendre mot pour mot. Donc, l'abolition avance. Le Maroc s'inscrit dans ce mouvement universel pour l'abolition. Aujourd'hui, la majorité des pays du monde sont des pays qui ont aboli de facto et de juré dans la loi la peine de mort. Nous, ça fait depuis 1993 que nous n'avons pas, heureusement, exécuté une personne, mais en même temps, il y a chaque année une dizaine de condamnations. Donc il y a en même temps des grâces et en même temps il y a des condamnations, d'où ce nombre de 120, 114... Alors ça serait intéressant justement de voir la différence entre la condamnation et l'exécution effective, parce qu'il y a souvent finalement cet écart et qu'est-ce que revêt finalement cette pratique de la peine de mort et est-ce qu'elle est efficace? Driss Jaïdan, par rapport au débat qui est posé aujourd'hui, on ira à peu près dans les chiffres pour voir ce qui se passe à l'étranger parce que c'est intéressant de voir ça, mais le débat posé, bon, il n'est pas nouveau, mais on va dire qu'il est plus clinquant aujourd'hui, il est plus visible, il est moins complexé. Écoutez, j'aimerais bien qu'on amène aussi le débat sur un point qui me semble essentiel, c'est au fond... pourquoi est-ce qu'on exécute des individus dans une société donnée? Historiquement, on sait pourquoi. Ce n'est pas pour rendre justice, ce n'est pas pour rendre la justice. Il est évident que certains crimes, de par leur horreur, de par la violence qui est investie justement, la brutalité, ne peuvent pas, sur la balance la fameuse balance de la justice, être contrebalancés justement par une peine, une exécution, quelle qu'elle soit. C'est pour cela que, il y a encore quelques siècles, Driss Lesami parlait de ce philosophe, il y a quelques siècles, au fond, si on fait un peu la généalogie de la peine de mort, on s'aperçoit que son ancêtre, c'est le supplice. Et que le supplice avait pour fonction, à l'époque, de faire en sorte que, parce qu'il était public, on terrorise le peuple. On montre aux gens ce que l'on fait à un individu qui commet un crime. Généralement... Mais le supplice, il est visible. Le supplice, son essence, c'était justement qu'il soit visible sur la place publique. Absolument. Mais ce qui se passe, c'est que si on oublie de dire qu'à l'origine, l'usage du supplice a un rapport avec la souveraineté de l'État, que l'exécution, la sentence, le prononcé de la sentence se fait en public et que ce n'est pas pour rien, si on ne dit pas que la peine de mort, elle a dans son arbre généalogique cette dimension-là, qu'elle est liée à la politique de l'État, à la puissance de l'État, au droit de l'État à exercer la violence physique et symbolique, on ne pose pas le débat politiquement. Moi, ce que je crois, c'est que les États qui continuent aujourd'hui de pratiquer la peine de mort croient que cet imaginaire qui consiste à continuer à penser et à dire que l'État a besoin de tuer, eh bien, persiste justement dans une histoire qui est dépassée depuis longtemps. On peut faire de la politique sans terreur. On peut aujourd'hui
considérer que l'État moderne, que l'État d'aujourd'hui, n'a plus besoin de violenter les corps légalement, qu'on n'a plus besoin de ces pratiques. Et là, on peut poser la question justement du rapport entre ces grandes démocraties qui justement, la plus grande démocratie du monde, que sont les États-Unis, ne sont absolument pas complexées par ça. Qu'elles voulaient marcher justement sur cette voie-là, que leurs pratiques sont barbares, et qu'au fond, d'une certaine manière, eh bien, la question de la peine de mort, eh bien, elle soulève moult questions sur le rapport politique au corps humain, et c'est, je crois, un point fondamental. On va y arriver. Mostafa Znaidi, vous êtes membre de la coalition marocaine contre la peine de mort. Est-ce que vous nous rappeler la genèse finalement de ce mouvement? Juste pour corriger, dans le reportage, on a dit que le mouvement abolitionniste a commencé il y a une dizaine d'années, mais en fait, la coalition marocaine, en tant que coalition, elle a été créée le 10 octobre 2003. Donc déjà, c'est 13 années de combat et de travail. Mais avant la naissance de la coalition marocaine, les organisations de défense des droits de l'homme avaient des positions abolitionnistes. Je rappelle la position de l'Organisation marocaine des droits humains, ONDH, qui était contre la condamnation à mort et l'exécution du commissaire Thabit. Et ensuite, il y avait bien sûr d'autres positions exprimées par d'autres organisations, notamment Amnesty Maroc, notamment l'Observatoire marocain des prisons, la MDH, etc. Donc le mouvement abolitionniste, il a commencé en tant que réseau commun de lutte en octobre 2003. Et donc depuis cette date, il œuvre, il travaille acharnement pour amener d'abord la question de l'abolition sur la scène publique, donc sur l'agenda politique, et pour amener les autorités à revoir leur position en passant de ce moratoire de fait qui est appliqué depuis 1993 à une abolition de fait réel de cette peine réelle. Justement, le pont entre la société civile, qu'est-ce qui a fait le lien entre la société civile et la classe politique? Si je ne me trompe pas, c'est vous qui avez pour la première fois posé la question devant le Parlement par rapport à la peine de mort. Qu'est-ce qu'il y a à un moment donné? La société civile s'est mobilisée depuis très longtemps, mais la classe politique non. C'est pas aussi vieux que ça. Eh bien, écoutez, moi je peux vous dire que la classe politique et le mouvement des droits de l'homme au Maroc, d'abord, sont issus de la même famille. Et à cela, il n'y a rien d'étonnant. Parce que ce que les gens ne savent pas toujours, il y en a beaucoup qui le savent, mais d'autres ne le savent pas, c'est que la peine de mort était utilisée d'abord et avant tout comme un instrument de répression politique. Et il ne faut pas oublier qu'on a de grandes personnalités nationales qui ont été condamnées à mort, comme Abdelrahman Yousfi, qui était donc le premier ministre du gouvernement en alternance, qui était condamné à mort. Il y avait Hamid Barrada, qui est le grand journaliste aussi, qui était à l'époque opposant notoire, etc., qui était condamné à mort. Donc la condamnation à mort était une arme de répression politique, comme elle l'est aujourd'hui dans beaucoup de pays, où on voit, le pouvoir en place terroriser, entre guillemets, les opposants, en les condamnant, en les menaçant de les condamner à mort, en les exécutant ou en les condamnant à mort. Donc ce qui fait, pour moi, rien d'étonnant à ce qu'il y ait cette communauté, si on veut, d'action de la société civile, et enfin du mouvement droit de l'homiste et du mouvement politique. Moi-même, je sais qu'en 1993, lors de la condamnation de Thabit, j'avais été interviewée par Radio France Internationale. Et pourtant, je suis connue pour mes idées féministes, et Thabit avait vraiment commis de grands crimes à l'égard des femmes. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais de sa condamnation à mort, et j'avais dit que tout en condamnant violemment la violence qu'il avait manifestée à l'égard des femmes, je n'acceptais pas sa condamnation à mort parce que j'étais par principe contre la Alors la là, peine on de mort. touche finalement... Et les partis politiques, les partis politiques progressistes de l'époque ont tous une position, disons, génétique fondamentale en faveur de l'abolition de la peine de mort, que ce soit au niveau du Parti du Progrès du Socialisme ou du Parti de l'Union Socialiste des Forces Populaires. Là, ou d'autres, on touche au point, finalement, le côté dissuasif de la peine de mort, qui était finalement le motif avancé. Aujourd'hui, dans votre introduction, vous avez dit qu'à aucun moment la peine de mort ne pouvait être dissuasive. Si c'était dissuasif, ça se saurait. J'ai juste pris une citation de Robert Banater, qui est un abolitionniste, avocat. Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle dépasse la peur
de la mort. Donc finalement, et puis il y a beaucoup d'écrivains, d'essayistes qui sont allés dans ce sens-là. La force dissuasive de la peine de mort, c'est dans les chiffres, dans les faits, c'est acté comme quoi elle n'existe pas. Écoutez, toutes les études démontrent que la peine de mort n'a absolument aucun effet pour faire régresser les crimes. Et puisque vous avez cité une grande démocratie qui a encore la peine capitale inscrite dans ses lois et dans sa pratique quasi quotidienne, les États-Unis sont en même temps une grande nation démocratique qui a encore la peine de mort et où la violence est une manifestation assez massive. Nous avons par l'actualité tous les jours. On dit qu'on a beaucoup de contradictions dans notre pays, on a beaucoup d'autres dans d'autres aussi. Non, mais de ce point de vue, on est absolument. Non, mais vers les États-Unis, le Japon, qui est aussi une grande démocratie, a encore la peine de mort et il y a encore des crimes. Cet argument a été démonté de fait par des philosophes depuis des siècles, par des romanciers. J'ai l'habitude de citer, vous savez que vous devez connaître bien évidemment le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On est en 1829. Et déjà cet argument, cette capacité de l'être humain d'avoir une rédemption et de se transformer est déjà mise en évidence. Donc, et c'est ça qui est peut-être probablement une des manifestations les plus inacceptables dans l'exécution, dans la peine capitale. C'est ce qu'elle ferme l'horizon pour le rachat de l'être humain, pour qu'il puisse payer sa dette face à des crimes horribles, mais en même temps se repentir et pouvoir servir la société à nouveau. Alors, société civile, mais aussi les artistes. Je posais la question à Adel Jaïdan, on cite des philosophes, des avocats, écrivains, vous avez cité Victor Hugo, il y a Camus, qui disait ce jour de civilisation qui tarde à venir, c'est comme ça qu'il définissait le jour où la peine de mort serait abolie, qui transpirait dans ses écrits, etc. Est-ce qu'il faut également que les artistes, les écrivains prennent à bras le corps ce genre de choses pour faire avancer le débat? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a? Et est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a, bien sûr. Et en même temps, vous savez, le grand drame de la peine de mort, c'est que dans cette affaire, si on regarde un peu, qu'on observe le profil des individus qui sont dans le couloir de la mort, et ceci de manière universelle, à l'échelle de la planète, ce sont des gens qui sont nés dans la violence. Les conditions sociales, les fameuses conditions matérielles d'existence dont parlait Karl Marx, jouent effectivement sur la manière dont on va se comporter dans la société. De sorte qu'il y a déjà à l'origine une sorte de peine qui est infligée sur ces individus, qui ne sont pas capables de recevoir l'éducation adéquate, qui dans leur foyer déjà connaissent la violence, qui dans la rue la fréquentent, qui sont eux-mêmes violentés, probablement aussi violés, frappés. Vous savez très bien que la violence engendre la violence. Donc, finalement, le cheminement ultime, le dernier recours, finalement, de la société, c'est au fond de faire en sorte que ces individus finissent dans le couloir de la mort. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à la naissance, déjà, une sorte de destin, de déterminisme était déjà là, pesé sur leur tête, faisant qu'au fond, la société se débarrasse des individus. Et quelquefois, elle s'en débarrasse physiquement. Donc, poser la question des artistes, bien sûr, Camus le dit très bien, et d'autres aussi. Victor Hugo, ça a été cité, mais pourquoi? Parce que la peine de mort est finalement une sorte de destin dont on connaît bien aussi les étapes. On ne trouve pas dans le couloir de la mort, je n'ai pas envie de polémiquer, des gens venant de milieux aisés. On ne trouve il n'y a pas de col blanc dans les couloirs de la mort. Il n'y a pas de col blanc dans les couloirs de la mort. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir très rare. Pourquoi? Parce que les déterminations sont au travail. Parce que quand on est dans la violence de la pauvreté, de la misère, de l'humiliation au quotidien, on ne peut pas recevoir l'éducation humaine, l'amour suffisant, la compassion et tout simplement le respect qui fait un individu accompli, qui finira par respecter les autres. Donc il y a aussi cette dimension-là dans la nécessité d'abolir la peine de mort. C'est qu'en même temps, on abolit une forme d'injustice sociale. On tue un déterminisme qui pèse à la naissance sur les individus. Quand on a grandi dans les bidonvilles, qu'on a été tabassé, qu'on ne connaît pas le goût de la viande ou des gâteaux, quand on n'a pas été respecté, quand on est invectivé en permanence, je ne pense pas qu'on puisse avoir de l'autre une vision extrêmement humaniste. Donc là aussi, je vais passer la parole il faut trancher ce nœud gordien des injustices sociales au départ. Non, on a des chiffres pour illustrer un petit peu ce que vient de dire. Allez-y, je poserai la question parce qu'on a beaucoup de tweets. Concernant les États-Unis, le taux de la population noire américaine ne représente que 14% de la population, alors qu'ils sont 41% des condamnés à mort et 35% des exécutés. Donc c'est une peine discriminatoire qui ne s'applique qu'aux pauvres, qu'aux marginalisés. Mais vous savez, la prison, c'est pour les pauvres, chère madame aussi. Voilà, Michel Foucault
Foucault l'a démontré. Et on a parlé de Camus, mais il y a Nancy Houston, qui est une grande écrivaine, qui avait fait un témoignage bouleversant au 3e Congrès mondial contre la peine de mort, dans lequel elle avait comparé la pulsion dont vous avez parlé de violence de celui qui tue, le criminel, avec la décision à tête froide du juge ou du bourreau qui se réveille le matin, qui prend son café au lait et croissant avec ses enfants et qui va tranquillement dans son bureau pour signer disons une condamnation à mort. Bon, C'est un crime à tête froide beaucoup plus incomparable avec le crime qui est commis par celui qui est... Alors, j'aimerais juste parler de l'émotionnalité finalement de l'opinion par rapport à la peine de mort et au contexte. On est aujourd'hui dans un contexte que l'on connaît. Hier même sur ce plateau, on a parlé de terrorisme et des risques terroristes. Je parle de la France parce qu'il y a un sondage d'opinion qui a été fait. Aujourd'hui, 52% des Français se redisent favorables à la peine de mort. 52%. On est dans un pays abolitionniste. Est-ce qu'aujourd'hui, cette émotion vous pensez que ça peut refaire basculer d'autres pays vers de reposer le débat et de revenir en arrière, ou c'est quelque chose de... Non, je crois pas que ça puisse faire établir la peine de mort dans les pays qui l'ont abolie. Mais en revanche, à mon avis, ça rend plus difficile, y compris au Maroc, le combat pour l'abolition. Mais bien évidemment, les collègues et les amis ont rappelé les prises de position des partis politiques, l'engagement de la société civile depuis 13 ans. Maintenant, mais je pense que la constitution de la coalition marocaine des parlementaires, c'est le fait que plus de 200 parlementaires marocains s'engagent individuellement, est un grand pas dans le chemin de l'abolition. Il faut encore, à mon avis, que les abolitionnistes, et y compris le CNDH, travaillent et mobilisent d'autres acteurs de la société, parce qu'il y a d'évidence un début de manipulation du sentiment d'insécurité dans la société marocaine, phénomène qu'on a connu dans d'autres sociétés, et qui explique les résultats de ce sondage. Il y a un sentiment d'insécurité qui se développe un peu dans la population, auquel il faut répondre, et je ne pense pas que ce soit sage de le méconnaître. Il faut aussi, comme vous le dites, et je pense, c'est l'objet de plusieurs discussions avec mes amis de la coalition, mobiliser d'autres secteurs, les artistes. On a parlé plusieurs fois avec des Gédans, on a nécessité aussi que les écrivains s'impliquent plus. Il faut que ce débat, comme Sa Majesté y appelait l'année dernière, soit de plus en plus ample. Parce que les arguments, parce que c'est une des questions de société qui touche toutes les sociétés, et le Maroc ne fait pas exception. Et les arguments pour le maintien de la peine de mort sont dans la société assez répandus. Et donc il faut les combattre. On a appelé à l'ouverture d'un grand débat national sur la peine de mort. C'est-à-dire on a fait la démarche officielle en tant que réseau des parlementaires contre la peine de mort. On a demandé au président de la Chambre des représentants de présider en quelque sorte ce débat national. Est-ce qu'il y a vraiment un débat ? C'est-à-dire, pour revenir à la recommandation de Sa Majesté... Non, je pense sérieusement que, je veux dire qu'il faut qu'on sorte Les abolitionnistes sont déjà des gens convaincus, qui ont travaillé sur ces questions, on le voit... Non, parce qu'on nous reproche d'avoir que des abolitionnistes sur le plateau. Je veux juste faire comprendre aux téléspectateurs qui nous regardent. L'émission s'appelle 60 minutes pour comprendre. Nous essayons de comprendre le débat. C'est vrai, nous aurions voulu avoir des pros peine de mort sur le plateau. On n'a pas pu en avoir ce soir, je le répète encore une fois, mais on le refera, il n'y aura aucun problème. Mais vraiment, on essaie vraiment de poser le débat. C'est juste pour répondre aux gens qui nous reprochent ça aujourd'hui. Non, mais je pense que les questions de terrorisme, en plus dans le contexte géostratégique dans lequel nous sommes au Maroc et dans la région et au niveau mondial, les questions de ce qu'on appelle les meurtres les plus barbares, les meurtres des agents de police, les meurtres d'enfants, font qu'une partie de la société encore résiste à l'abolition. Il faut que nous trouvions les moyens et le langage pour parler à l'ensemble de la société. Et ce débat, un débat national dans l'enceinte du Parlement serait une grande avancée. Ça permettrait d'ailleurs de confronter les points de vue. C'était accepté par le président. Il a même nommé une commission chargée de lancer d'organiser ce débat. J'espère que ce débat aura lieu le plus rapidement possible. Les élections n'étaient pas un moment favorable pour lancer ce débat. Et maintenant, il y a peut-être des élections qui viennent aussi à l'horizon, donc il faut trouver un moment. Mais il faut aussi, dans la société, la coalition fait quotidiennement des actions avec parfois des publics scolaires, qui résistent à cette idée. Alors là, il y a une vraie question aussi qui est au-delà. Oui, par rapport à la question de l'opinion publique et des décideurs politiques, je crois que la question, en fin de compte, elle est politique. Et c'est aux décideurs politiques de prendre leurs décisions. Et pour prendre cette décision, il faut qu'il ait un projet de société, un projet sociétal. Quand Mitterrand, après la décision, il a inscrit l'abolition de la peine de mort
dans son programme électoral pour la présidence de la République en 1981. Il n'ignorait pas que la majorité de l'opinion publique française à cette époque-là était majoritairement favorable au maintien de la peine de mort. Mais lorsqu'il a été élu, il a pris la décision d'aller vers l'abolition. Et bien sûr, ce n'était qu'après qu'il y avait un changement de l'avis de l'opinion publique par rapport à la peine de mort. Alors, il y a une question essentielle. Nous avons rendu visite à tous les chefs de parti, des principaux partis, disons. On leur a rendu visite en tant que réseau des parlementaires et on a eu des réactions extrêmement positives à l'abolition de la peine de mort, mais en nous disant « nous sommes avec vous corps et âme, continuez, c'est très bien ce que vous faites, etc. » Mais il faut savoir amener la chose, c'est-à-dire il faut convaincre, il faut dépasser les clivages, et nous-mêmes, notre démarche en tant que réseau des parlementaires, ce n'est pas d'aller dans un bras de fer, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, etc. C'est d'aller dans un débat constructif et de nous convaincre mutuellement et d'avancer, quoi. C'est-à-dire, et au Maroc, il n'y a personne qui se prononce de façon claire, absolument opposés à l'abolition de la peine de mort. Même ceux qui sont opposés à cette abolition parlent de progressivité, disent il faut y aller progressivement, il faut diminuer les cas où la peine est appliquée, il faut... Bon, c'est-à-dire, il y a personne, disons, affiche de façon évidente qu'il est absolument pour le maintien de la peine de mort. Alors justement, ça me fait une transition toute nommée, je ne voulais pas aborder ça maintenant, mais c'est intéressant, vous parlez de progressivité, moi j'aimerais parler de progressisme. Est-ce qu'on ne taxe pas les abolitionnistes de progressistes, modernistes, calés dans des petits cercles de réflexion proches occidentaux? Non mais, est-ce que le débat se situe sur le progressisme ou ce débat finalement c'est pas dans la culture marocaine, Driss Jaidan, l'exhibition de la violence. Je suis d'accord avec vous. À mon avis, le faux débat serait d'opposer progressistes et conservateurs, comme en général d'ailleurs sur moult questions. On a tendance quelquefois à les opposer et ça donne un débat stérile et on arrive à rien. Il faut se parler différemment. Ce que je crois, c'est que notre société, spirituellement, d'un point de vue de son histoire sociale aussi, est une société qui n'aime pas la violence. Les châtiments corporels chez nous n'ont pas été appliqués comme dans d'autres pays. On n'a jamais eu d'exécution publique au Maroc. Jamais. Il faut poser cette... Non mais il faut le rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. La France, le dernier guillotiné, place publique, c'est 1930. Pays musulman, rite malékite, donc de la rigueur, avec évidemment notre islam marocain qui est aussi magnifique en ce sens qu'il y a la rigueur, l'esthétique aussi, la beauté. Et ça, il faut le répéter de plus en plus aujourd'hui, et n'ayons pas peur de le dire en permanence, eh bien, il n'y a pas de culture de la violence. On n'a pas, si vous voulez, le peuple marocain. Vous disiez tout à l'heure le débat sur l'émotivité. Bien sûr que les gens, apprenant qu'un crime horrible a été commis sur un enfant, sur une enfant, ça arrive tous les jours malheureusement, crieraient mort à l'assassin, mort au criminel, comme dans toutes les sociétés du monde, nous n'échappons pas à cette dimension-là, et c'est évident que la foule, à un moment donné, réclame justice. Mais là où on se trompe, c'est que le rôle de l'État n'est pas de faire croire, lorsqu'il tue un individu, qu'il rend la justice ou qu'il venge le peuple. La justice n'est pas la vengeance, et on ne peut pas opposer à un crime une mort légale. Donc de ce point de vue-là, dans notre culture, je pense que nous l'avons déjà compris. D'un point de vue de la sociologie des énoncés aussi des juges, je pense aussi que nos juges, d'une certaine manière, sont extrêmement circonspects aussi et qu'ils n'ont pas la culture de cette espèce de volonté d'abattre comme cela sur un individu un jugement, exactement, un verdict de mort. Parce que nous avons probablement un enracinement sur cette question-là. Je nous crois civilisés depuis beaucoup plus longtemps que nous le pensons nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, progressiste versus conservateur, ça me semble être un faux débat. Juste une donnée par rapport à l'application de la peine de mort dans le Maroc indépendant pour étayer ce qui vient d'être dit par rapport à la tolérance de notre société et pour dire que les dates d'application de la peine de mort elles sont très rares. De 64, on a exécuté 3 personnes, on vient à 71,
71, 72, Entre 82 et 73. 93, Donc, aucune. Oui, c'est ça. Donc, on a exécuté les personnes qui ont été impliquées dans les coups d'État, etc. Donc, pour des crimes politiques. Et après, on vient en 1982 pour exécuter 2 personnes. Et on vient en 1993 pour exécuter une personne. Donc, c'est rare les moments d'exécution dans notre pays. Il y avait pour eu dire une pause. Et on va être obligé d'en faire une. Et puis on revient juste après. Peine de mort au Maroc. On est à l'antenne là, mais c'est pas grave. Peine de mort au Maroc vers l'abolition. Vous le savez, les débats continuent même pendant la pause et ça montre l'intérêt qu'on peut porter à poser un tel débat. Alors, beaucoup de tweets, je vais quand même les lire parce que c'est intéressant. J'ai un tweetos qui nous cite Jean Jaurès. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. On voit vraiment le rôle, je posais la question tout à l'heure, le rôle des intellectuels, le rôle des penseurs, le rôle des philosophes, le rôle des écrivains à ce niveau-là. Là, j'ai une question qui est intéressante, c'est l'injustice. Est-ce que l'argument de la peur de l'injustice, on connaît notre système judiciaire, on connaît ses limites, on connaît ses travers, est-ce que là aussi il y a matière à discuter d'un point de vue plus pragmatique, moins idéologique, moins philosophique? Mais il n'y a pas de justice sans erreur. Je veux dire, dans tous les systèmes judiciaires, et quelle que soit la perfection du code pénal, du code de procédure pénale, le talent de l'avocat, il y a erreur judiciaire. Et en cas d'exécution capitale, on ne peut plus revenir sur cette erreur. Et je pense que c'est un des arguments les plus forts pour l'abolition. Il est évident qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore pour le maintien de la peine de mort dans notre code pénal, et je profite de l'occasion pour dire que dans les mois qui viennent, enfin dans les semaines qui viennent, nous verrons si tous les partis politiques seront fidèles à leur position de principe, puisque le code pénal marocain sera en discussion au Parlement. Il y a encore, ça sera une des grandes discussions, un grand moment démocratique à mon avis, parce que là on verra le maçon au pied du mur. Donc c'est le moment d'aller dans le sens de l'abolition. Mais ce qui est extraordinaire dans le débat, à mon avis, ce qu'il faut qu'on trouve aussi, et je m'excuse de le dire, hein, je ne crois pas qu'on puisse simplement renvoyer la responsabilité politique. Les politiques, ils ont une responsabilité, mais les abolitionnistes doivent trouver les arguments pour parler à la population. Et un des arguments les plus forts, Neza l'a dit tout à l'heure, c'est cette torture des personnes qui sont dans le couloir de la mort. Il y a des gens qui sont depuis des années, qui pensent qu'ils peuvent être exécutés n'importe quel jour, et cette torture est inacceptable, est inhumaine. C'est une double peine, on dit que c'est une double peine. Enfin, le Maroc a adhéré à la Convention internationale contre la torture. Alors, est-ce qu'il y a une forme de torture plus atroce que d'enlever la vie à quelqu'un? D'autant plus que la question de l'erreur judiciaire, comme vous en avez parlé, là aussi j'ai des chiffres parce que je sais que les chiffres parlent mieux. Il y a un centre d'information sur la peine de mort aux États-Unis qui a dévoilé que depuis 1973, il y a eu 142 personnes qui ont été disculpées, qui étaient condamnées à mort et qui ont été disculpées. 142 personnes. Alors imaginez-vous, c'est 142 personnes qui étaient potentiellement qui sont exécutées, qui ont été exécutées ou qui étaient condamnées, qui étaient innocentes. Et c'est une peine irréversible. Et par conséquent, je crois que il n'y a pas à dire. C'est une peine qui doit être abolie. Elle est injuste, elle est discriminatoire à l'égard des plus pauvres. Et elle ne fait pas avancer la justice. Ce n'est pas la justice, comme vous l'avez dit, de se baser sur la vengeance. La justice, c'est la réhabilitation. La justice, c'est la réinsertion. La justice, c'est le repentir. C'est le pardon. C'est le repentir. Et ça permet à chacun de retrouver son équilibre. Et aussi la protection des personnes, des victimes, parce qu'il faut penser aux personnes qui sont victimes. Et c'est ce qu'on nous dit le plus souvent. Est-ce on ne parle jamais des victimes, est-ce que vous avez pensé aux victimes? Moi, je pense que le devoir de l'État à l'égard des victimes, c'est de nous protéger contre la violence et contre le crime, et non pas simplement d'aller tuer la personne qui nous aurait enlevé un enfant ou enlevé un proche ou enlevé. Donc je crois que le devoir de l'État est bien plus important que ça. C'est un devoir d'assurer la sécurité à titre préventif à tous les membres de la société. Et les victimes, ils ont aussi droit à la réparation, à la compensation, à l'accompagnement psychologique et matériel. Ça, c'est important. Et ça relève de la responsabilité votre combat, vous, en tant qu'abolitionniste, est-ce qu'il doit se mener de pair absolument avec la même fougue pour défendre le droit des victimes? Mais bien sûr. Absolument, bien sûr. Nous avons parmi nous des victimes. Nous avons parmi nous des personnes qui ont été frappées dans leur chair.
comme Madame Khmel, à laquelle je pense, qui est la mère et l'épouse de deux victimes lors des attentats du 16 mai. Et elle-même, elle raconte qu'au début, elle aurait bien tué de ses propres mains les assassins, mais que par la suite, ça l'a beaucoup aidé de pouvoir plutôt s'orienter vers, disons, la lutte contre l'extrémisme religieux et contre le terrorisme des idées qui conduit justement à ce genre de crimes. Et là, il faut signaler aussi que lorsqu'on veut exécuter les auteurs de tels attentats terroristes, bien souvent, on va aller exécuter ou condamner les simples exécutants qui sont pauvres, qui sont marginalisés, qui sont ignorants, qui ont été manipulés. Mais les grands décideurs, les grands cerveaux du terrorisme, ils sont bien à l'abri sur des matelas de millions de dollars ou de pétrodollars qu'ils utilisent pour manipuler tout le terrorisme. Quels sont les arguments constitutionnels qu'on peut utiliser pour lutter contre la peine de mort, vous, abolitionnistes? Écoutez, la Constitution marocaine de 2011 a inscrit le droit à la vie comme le premier des droits de l'homme, clairement dans ses dispositions, mais elle a aussi inscrit... Et l'intégrité physique. Bien sûr, l'intégrité physique conformément aux engagements internationaux du Maroc de manière définitive. Mais l'argument sur les victimes, j'aimerais simplement faire un petit remarque. Nous sommes à la veille, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, à la veille de la discussion parlementaire et sociétale d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs colloques, des publications. Le Conseil national des droits de l'homme a publié au moins 3 mémorandums là-dessus, du code pénal et du code de procédure pénale. L'objectif du code pénal et du code de procédure pénale, c'est ne pas de protéger les criminels. Il est centré sur les victimes. Sur comment faire une justice encore plus abordable pour les Marocains, plus efficace, plus juste, justement, et qui est centrée sur les victimes. Et donc, ce qui a été rappelé sur les droits des victimes est essentiel pour les abolitionnistes. Il n'y a pas opposition, il y a complémentarité. Alors, une réforme est-elle possible? On va essayer de voir. L'article de la Constitution, sur la question constitutionnelle, l'article 20 qui garantit le droit à la vie et qui dit que la loi doit inclure les dispositions pour protéger le droit à la vie. Et puis il y a aussi l'article 22 qui parle de l'intégrité physique. Nul n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque. Et donc ces deux arguments très très forts constitutionnels, sans compter l'esprit général de la Constitution, qui vont à l'encontre totalement de la peine de mort. Alors concrètement, une réforme est-elle possible? On va essayer de répondre à cette question après un petit reportage. La peine de mort, un sujet d'actualité à l'échelle mondiale. En 2015, Madagascar, Fidji et Suriname ont aboli officiellement cette peine. D'ailleurs, les 3 pays n'ont procédé à aucune exécution depuis plus de 10 ans. La Corée du Sud, le Burkina Faso et la Mongolie leur emboîtent le pas. Il entame une procédure d'abolition. Mais le monde est loin d'une suppression totale de la peine de mort. L'Indonésie a enregistré cette année la première exécution depuis 2013. L'Égypte et le Pakistan, eux aussi, appliquent à nouveau cette peine. Ils s'ajoutent ainsi à l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite. En 2014, Amnesty International a noté une diminution d'exécutions dans le monde par rapport à 2013. Au moins 607 exécutions ont été enregistrées l'année dernière contre 778 en 2013. Au Maroc, les abolitionnistes de la peine de mort retiennent leur souffle. Ils comptent beaucoup sur l'adoption future du nouveau code pénal. Un code qui devrait réduire les cas punissables de mort de 16 à 5 seulement. Nouvelle avancée dans le Royaume, le nouveau code de la justice militaire entré en vigueur en janvier 2014. Il prévoit 15 infractions passibles de la peine capitale contre 79 dans l'ancien code. Le Maroc observe depuis 1993 un moratoire sur la peine de mort, mais elle est encore prononcée dans les tribunaux du Royaume. Le Maroc poursuit son intégration progressive dans le système international des droits de l'homme. La nouvelle constitution marocaine de 2011 consacre clairement son article 20 au droit à la vie. Le Royaume proclame également son adhésion aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. En revanche, le Maroc maintient une série de réserves et de non-ratifications pour certains protocoles et conventions. Pour les opposants à la peine de mort, le Maroc devrait d'abord voter à l'Assemblée générale des Nations unies en faveur du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, puis ratifier le protocole facultatif relatif au pacte international des droits civils et politiques, un protocole abolissant la peine capitale. Alors,
On rappelle que Sa Majesté a félicité le débat qui avait été initié par la société civile, par la classe politique, des juristes. C'était l'année dernière au Forum international des droits de l'homme. Il a félicité l'action, bien sûr. Des abolitionnistes. Oui. Ah oui, il a félicité l'action menée par la société civile. Je cite Sa Majesté. Nous nous félicitons du débat autour de la peine de mort mené à l'initiative de la société civile et de nombreux parlementaires et juristes. Voilà. J'ai cette partie-là. Oui, non, on est bien d'accord. À César ce qui appartient à César. On parle du débat. Je dis aussi que le fait que le débat soit intéressant. Oui, voilà, ça donne un bon signal. Tout à l'heure, on a parlé, je vous ai posé la question pour savoir s'il y avait réellement un débat entre les pros et anti. Lorsque M. Ramid dit « je ne suis pas seulement pour la peine de mort, je suis pour son exécution effective », on est quand même sur des positions qui sont, passez-moi l'expression, extrêmement tranchées. Oui, puisque, enfin, je ne sais pas comment on peut comprendre cette citation de M. le ministre de la Justice et des Libertés. J'ai cru la comprendre comme si c'était une demande de renoncer au moratoire. C'est comme ça que j'ai cru comprendre. J'espère que j'ai mal compris. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que on a un moratoire depuis 1993. Je pense que rien ne démontre qu'il y ait eu une augmentation des crimes depuis le fait que ce moratoire ait été mis en place. Deuxièmement, il y a les recommandations de l'instance équité et réconciliation, qui a travaillé sur toute l'histoire du Maroc et qui avait recommandé la ratification de ce protocole. C'est un protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a maintenant le débat sur le code pénal. J'aimerais simplement que l'on rappelle aussi de manière fondamentale qu'il n'y a pas aujourd'hui, à mon avis, de mouvement public, à part quelques hommes politiques, qui est pour la peine de mort. Je ne crois pas voir dans la société un mouvement. Il y a un débat sur la sécurité, mais il n'y a pas de mouvement qui demande le maintien. J'espère que les élus de la nation écouteront cette sorte de voix du peuple qui est en train de dire qu'on peut l'abolir. Comment on peut prendre la température? Est-ce que ces débats-là doivent rester dans des émissions de télé, doivent rester, vous l'avez dit, dans certains cercles, etc. Ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on sait si l'opinion est favorable au plat, divisée sûrement, mais en quelle proportion, on ne sait pas. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que nous sommes dans une démocratie institutionnelle, avec des institutions. Ça veut dire que la démocratie, c'est pas la démocratie athénienne. C'est pas qu'on va dans la place publique et qu'on demande aux gens ce qu'ils en pensent. Sauf si on doit passer par un référendum, parce que d'ailleurs l'article 2 de la Constitution dit que la souveraineté est à la nation, qu'elle exerce soit à travers des référendums de façon directe, soit à travers les élus de la nation. Ça mériterait un référendum? Comment? Cette question mériterait un référendum? Je crois que non. Je crois que nous sommes les élus de la nation. Nous sommes les élus de la nation. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je dis, nous sommes 240 parlementaires dans les deux chambres. Maintenant, il y a eu des changements de la donne puisque la chambre des conseillers a été renouvelée. Donc, il faut qu'on rebatte nos cartes. Il faut faire encore le travail de conviction. Du travail. Ça va faire une autre Mais nous émission. sommes quand même nombreux, les députés, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Nombreux sont les partis politiques qui sont en faveur de l'abolition. Donc, il y a tous les éléments pour dire que nous pouvons passer. C'est à nous, parlementaires, que revient la prérogative de voter la loi et de mettre, y compris en conformité avec la Constitution, si on estime que la Constitution et l'article 20 sont suffisamment clairs en matière d'abolition. Donc, pour moi, je crois qu'on a tous les ingrédients. Il faut juste une bonne formule pour arriver effectivement à convaincre l'ensemble des partenaires et à marcher dans une démarche consensuelle. Référendum, je ne sais pas. Ce que je crois, c'est qu'il faut revenir aussi aux fondamentaux de notre société, à ce qui la rend finalement particulière aussi. Ce que je crois, c'est que les Marocains... imaginons une sorte de scénario dans lequel on demanderait aux Marocains finalement d'assister à une exécution. Comme ce qui se fait aux États-Unis, les gens peuvent aller voir l'exécution. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que les gens ne se sont pas sentis mieux après avoir vu un homme brûler pendant quelquefois 18, 19, 20, 22 minutes sur la chaise électrique. Et moi, je crois que dans notre société, nous avons aussi un trait particulier. C'est que, bien sûr, que les gens vont se mettre en colère. Bien sûr qu'ils vont crier à mort le criminel. Et ce sera légitime parce que la colère et l'émotion sont compréhensibles dans ces cas-là. Mais je crois que s'ils avaient le pouvoir eux-mêmes, j'allais dire, d'appuyer sur la gâchette au dernier moment, je suis persuadé qu'ils ne le feraient pas. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Ça ne fait pas partie de la psychologie marocaine. Au bout du compte,
ce peuple n'aime pas la violence, il n'aime pas le sang, il n'aime pas donner la mort. Et il n'aime pas l'idée qu'en son nom, on pourrait même donner la mort. Souvenez-vous, vous disiez tout à l'heure, les écrivains, de cette phrase de Camus, lorsque Meursault, dans l'étranger, dit le procureur a dit que j'aurais la tête coupée au nom du peuple français. Bien, moi, je crois que le peuple marocain n'a pas envie qu'on donne la mort légalement en son nom. Je nous crois beaucoup plus civilisés que cela. C'est pour cela que le débat sur cette espèce de faux débat progressiste, conservateur est un faux débat démagogique et populiste. Et c'est pour ça qu'il faut aussi revenir à la véritable question qui est qui a intérêt, quels sont les États qui ont intérêt à conserver le droit légal d'assassiner des individus. C'est ça la véritable question. Et de faire croire dans le même temps, dans une sorte de tour de passe-passe formidable, qu'ils vengent le bon peuple. Parce que c'est là que se situe finalement la perversion. C'est qu'au fond, on ne venge personne, mais que l'on conserve une prérogative. Et c'est très intéressant de voir qu'au fond, même aux États-Unis, on ne veut pas perdre ce pouvoir. Donc c'est vraiment une question éminemment politique sur cette espèce de souveraineté, de dimension politique où l'on veut conserver le droit sur le corps, le droit d'éliminer le corps, d'effacer un individu de la carte de la vie d'une société. Et puis il y a une autre dimension aussi, c'est que les sociétés, d'une certaine manière, ne veulent pas prendre leurs responsabilités en se disant s'il y a des criminels, c'est peut-être aussi qu'il y a une généalogie de la criminalité. C'est que les sociétés aussi produisent à la fois leur génie et elles produisent aussi leurs criminels. Donc il s'agit là aussi de repenser la question de l'éducation, de la fin des disparités, la fin de l'humiliation au quotidien des individus qui, de toute façon, sont peut-être même condamnés à mort à la naissance. Qui peut savoir? Et là-dessus, il y a un véritable travail. Quand on exécute un être humain, on échoue socialement. Une société, et c'est pour ça d'ailleurs que symboliquement, on n'enterre pas ces gens-là dans les cimetières. Là, on enterre on va dire les bons citoyens. Les sociétés ne veulent pas voir le problème en face parce que, d'une certaine manière aussi, il faut le dire, la criminalité, elle fait partie aussi du fonctionnement des sociétés. Les sociétés ont leur type de criminels, elles ont leur type de musiciens, d'artistes, de médias, de députés, de tout cela. Et donc, elles doivent considérer qu'elles fabriquent tout cela et qu'elles doivent aussi faire en sorte de fabriquer moins de criminels et moins de violence. Alors, dissuasion, non, on l'a bien compris. J'ai un tweet, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Élimination, annihilation d'une menace, finalement. J'ai un tweet dans ce sens-là, je vais vous faire réagir, parce que c'est vrai que on peut avoir un langage militaire aussi. On se dit, on va annihiler une menace, on va détruire une menace. J'ai un tweetos qui nous dit un criminel récidiviste qui risque de tuer encore mériterait qu'il soit éliminé de la société sans préjudice pour elle. Je vous lis un tweet, je vous lis des réactions. Je peux vous dire, on peut comprendre un tweet comme ça. Pardon, j'ai pris la parole. Non, mais on peut comprendre évidemment. Mais il y a des peines de prison aussi qui valent pour cela. Il y a aussi un code pénal à réfléchir. Entre ne pas exécuter un individu et fabriquer un récidiviste, il y a évidemment une réflexion à mener dans les démocraties, avec les gens dont c'est le métier de réfléchir à ces choses-là, avec la société. Il faut considérer que la peine de mort, c'est une punition collective, c'est pas une punition uniquement individuelle, parce qu'il y a une mère qui va voir son fils exécuté, il y a des enfants peut-être qui sauront que leur père a été exécuté, qu'il a été tué de sang-froid par l'État. Donc on continue à perpétuer la violence. En exécutant des condamnés à mort, on ne contribue pas à guérir la société de la violence, mais on continue à perpétuer disons, la haine qui se trouvera dans toute la famille, dans toute la tribu peut-être de cette société, va continuer à perpétuer la vengeance et la violence. Je voudrais dire à ce monsieur, à ce spectateur, que d'une part, dans les sociétés qui ont aboli, comme dans les sociétés qui n'ont pas aboli, il y a de la récidive. Et que cela devrait amener à réfléchir sur l'institution pénitentiaire. L'institution pénitentiaire est faite pour écarter quelqu'un de la société pour une certaine période parce qu'il a fait mal à cette société, mais en même temps pour préparer sa réinsertion. Et donc il peut y avoir effectivement des dysfonctionnements de l'institution pénitentiaire. Je rappelle simplement, par exemple, dans notre pays, jusqu'ici, dans notre code pénal, nous n'avons pas de peine alternative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le délit ou le crime... Est-ce qu'on a les moyens de proposer des peines alternatives? On a fait un mémorandum sur les peines alternatives. Il y a dans le code pénal plusieurs dispositions qui étaient reprises. Mais aujourd'hui, dans les prisons marocaines, on met, quel que soit le délit ou le crime, la détention provisoire est la règle. Plus de pratiquement 50% des détenus qui sont au Maroc aujourd'hui, quel que soit le délit. Donc peut-être que nos prisons contribuent à fabriquer la surpopulation terrible. Alors, il y a de grands débats qui avaient été posés en France ou à l'étranger, notamment sur des cas spécifiques. Lorsqu'on parle de récidive,
un voleur récidiviste ou un gangster récidiviste ou un meurtrier passionnel récidiviste n'est pas le même qu'un... On parle souvent des pédophiles qui sortent, qui ont des pulsions, et ça pose de grands débats où c'est difficile, où on parle de castration chimique, on parle d'opération, etc. Et on atteint l'intégrité physique ou psychique ou mentale d'un individu. Là, la frontière est là. Justement, c'est-à-dire c'est ce que je disais tout à l'heure, l'État doit avoir une politique réellement de prévention de la violence quand on parle des pédophiles. Est-ce qu'on sait que la plupart des pédophiles... Quand ils sortent, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens de les suivre? Même dans les démocraties occidentales, on n'arrive pas. Eux-mêmes sont des victimes dans leur enfance, qui ont été victimes d'actes pédophiles et qui n'ont aucune structure qui leur permet de les réhabiliter, disons, de les guérir de leurs pulsions et qui permet de les accompagner pour qu'ils ne passent pas à l'acte et pour qu'ils ne commettent pas l'irréparable sur la vie d'un enfant innocent. Donc je crois que c'est toute une politique qui doit être mise en place. En France, je sais qu'il y a une association, l'Ange Bleu, qui fait un travail remarquable pour aider justement les gens qui ont des pulsions pédophiles à ne pas passer à l'acte pour agresser des enfants. Et sa démarche est en train de prendre beaucoup d'ampleur. C'est la société civile. C'est la société civile, mais qui joue un peu le rôle de modèle pour l'État, et l'État est en train de prendre le train en marche, comme d'habitude. Mais vous savez, c'est un débat extraordinairement complexe. On est dans des choses qui sont tragiques. Oui, en même temps, tout cela est tragique. Tout cela renvoie à tellement de ramifications. Les conditions matérielles d'existence, psychologiques, la manière dont on produit des individus dans une société donnée veut qu'à un moment donné, on ne peut pas tout simplement éliminer, et on l'élimine véritablement et physiquement, le problème en éliminant un individu. La société responsable est celle qui sait aussi ce qu'elle fait des individus et avec eux. Quels moyens elle leur donne pour être digne, libre et responsable dans une société. Il ne suffit pas simplement d'aller chercher la dimension punitive, hein, castrer, couper, tuer, éliminer. Tout cela fait partie d'une certaine manière d'une vision des choses qui est, à mon sens, dépassée, parce que si nous voulons construire la société de demain pour nos enfants, il faut aussi une société à l'intérieur de laquelle les individus se sentent évidemment respectés, en sécurité, mais capables aussi d'être responsables du lien qu'ils vont établir les uns avec les autres. Or, il faut dire les choses clairement. Il y a dans notre société beaucoup trop de disparités, d'inégalités sociales, de violences au quotidien, langagières, physiques, de toutes sortes, d'ostentation. Comment voulez-vous qu'un enfant pauvre et qui se promène dans une ville où le clinquant est partout ne se sente pas agressé, ne se sente pas humilié? Et on pourrait citer des exemples. Cette émission pourrait durer 24 heures. Oui, là aussi, les sociétés doivent être responsables de ce qu'elles disent, de ce qu'elles montrent à leurs enfants. Parce que cet enfant qui, aux États-Unis, assassine à l'âge de 14 ans, on le laisse dans le couloir de la mort jusqu'à 42 ans. Jusqu'à 42 ans. Est-ce que vous pensez qu'à 14 ans, on est un assassin professionnel qui prémédite son crime, qui va devenir un grand professionnel de l'assassinat, qui va organiser toute son existence autour du plaisir de tuer? Non. Il est évident que ces sociétés ne veulent pas regarder ce qu'elles produisent. Ça vient des inégalités, ça vient de la détresse, ça vient de la violence que l'on reçoit au quotidien. Pour autant, les victimes aussi, mais sont aussi les victimes de cette société. Parce que des enfants qui se font assassiner par ceux-là même qui, dans une société, trouvent la violence nécessaire des pour dommages frapper. collatéraux. Mais bien sûr, c'est qu'il y a je vais finalement juste une poser double peine. la question quand même. Quels sont les principaux arguments des pro-peine de mort au Maroc? Je parle bien au Maroc. Est-ce qu'on a l'argument religieux derrière? Lorsque je vous ai lu cette citation de Mustafa Al-Amin, est-ce que vous sentez dans les débats, dans les discussions, quels sont les principaux arguments? Écoutez, moi je ne suis pas théologien, mais ce que je constate, c'est que les arguments... Personne ne l'est ici. Je vous pose la question seulement. Quelle que soit la société, la religion majoritaire dans la société, les arguments de ceux qui sont pour le maintien de la peine de mort sont exactement les mêmes. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse... Mais même que ceux qu'on vient de citer? Absolument, je veux dire, oui, Et donc, je ne crois pas qu'on puisse se réfugier derrière ce genre d'argument, même si je sais qu'il est utilisé assez fréquemment. À mon avis, il va ressortir dans le débat public. Mais d'un mot, ce qui est passionnant dans le débat sur la peine de mort, c'est qu'elle soulève toute cette série de questionnements sur quelle société nous voulons, quel code pénal nous voulons, quelle institution pénitentiaire nous voulons, quelle politique de réhabilitation des petits délinquants comme des grands criminels nous voulons. Et c'est ça qui fait sa force. Et c'est pour ça que ce n'est pas un débat marginal, c'est un débat qui est au centre réellement de quel modèle de société nous voulons vivre ensemble. Et quel type de rapport
comme groupe, mais aussi comme individu, ce que souligne Jaydan et à mon avis qui est fondamental, nous voulons entretenir entre nous. Alors j'ai un tweet. Quand la peine de mort a C'est été vrai. instituée en 1900, au début de l'indépendance, donc dans le code pénal et dans le code de justice militaire, ça n'a pas été inscrite dans cette législation pour des raisons religieuses. Donc la peine de mort, le code pénal, il a été hérité donc de la législation du prétectorat, donc il est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc elle est maintenue pour des raisons. Donc c'est une peine de droit positif et pas une peine religieuse. Je continue, je termine s'il vous plaît. Et donc ça, c'est la première raison. Et donc c'est finalement, même si on évoque l'argument religieux pour défendre la peine de mort, il y a une contradiction en fait. Si on défend la peine de mort pour des raisons religieuses, il faut aussi défendre d'autres peines qui sont aussi prévues par le texte religieux selon une interprétation du texte religieux. Et donc on est en contradiction. Il nous reste quelques minutes. Non, juste un mot sur la question de l'islam, c'est que l'esprit de l'islam, c'est la préservation de la vie. La vie est sacrée. En islam et dans toutes les religions du monde. Alors, Mais même est-ce la que question, ça peut être un je vais argument vous dire non. utilisé? Parce que la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, même dans le Coran, il est dit que c'est pour préserver la vie, c'est-à-dire qu'on accepte c'est pour préserver la vie. Vous savez que les interprétations Parce peuvent aller qu'avant- loin après dans les ramifications des interprétations. Il y avait C'est pour ça que- il y avait les tribus qui s'entretuaient à cause des meurtres. Alors on dit il vaut mieux donner le criminel, livrer le criminel, disons, pour préserver les vies. Donc l'esprit de la religion, c'est la préservation de la vie. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on perde, disons, de vue cet esprit de l'islam qui est de préserver la vie humaine, qui est sacrée. Seul Dieu donne la vie et seul Dieu peut la reprendre. Alors, il nous reste 3 minutes juste sur les modifications dans le code pénal. On a vu que le nombre d'infractions, enfin le nombre de délits, pardon, de crimes et de délits passibles de la peine de mort ont baissé. C'est déjà un bon signe. Nous avons présenté en tant que réseau des parlementaires contre la peine de mort, nous avons présenté une proposition de loi qui comporte 4 articles dans lesquels on veut abolir totalement la peine de mort du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice militaire. Et en fait, le code de justice militaire, nous avons plaidé avec force l'abolition de la peine de mort à cette occasion, mais on nous a dit qu'on ne pouvait pas appliquer des peines qui soient moins importantes que dans le code pénal, et on s'est engagé à nous dire que le jour où le code pénal abolira la peine de mort, le code de justice militaire sera le premier à s'aligner et à donc également... Chers amis, pour finir, les recommandations du CNDH. Nous sommes clairement, depuis maintenant 4 ans, clairement abolitionnistes. Nous avons publié le mémorandum qui était à la base de la réforme du code militaire, du code de justice militaire, sur les tribunaux militaires. Et nous allons publier dans moins de 2 semaines une série de toutes nos remarques sur le code pénal. Et comme vous le verrez, nous maintiendrons cette position abolitionniste qui nous semble la plus nécessaire, la plus juste et la plus humaniste pour notre société, pour le Maroc d'aujourd'hui. Alors, je vais vous lire un dernier tweet, ça nous permettra de conclure l'émission, et je veux dire que c'est très intéressant, parce que c'est un tweet. Bon, déjà, j'en dis un avant. La peine de mort est une vengeance, non une justice, et son application n'a jamais réduit la criminalité. Ça, c'est un tweet qui va dans votre sens. Et j'en ai un qui nous dit à la fin de cette émission, j'ai le sentiment que les invités demanderont l'exécution des opposants à l'abolition de la peine de mort. Et ça me fait penser à une phrase de Barjavel qui avait dit que justement les opposants à la peine de mort voudraient la guillotine pour leurs adversaires. Voilà. On veut la guillotine pour la peine de mort. Oui. On veut que la peine de mort soit définitivement éliminée de notre pays, mais nous sommes des démocrates et des humanistes, il est hors de question pour nous, au nom de quoi que ce soit, de demander l'exécution de qui que ce soit ou la condamnation à mort de qui que ce soit. Si vous voulez dire quelque chose en 10 secondes, vous Oui, mais moi je pense qu'un jour nous abolirons la peine de mort dans notre pays, que le peuple marocain sera très fier que la peine de mort ait été abolie, pour lui et par lui. J'en suis persuadé. Merci à tous pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous avez regardés. Je vous souhaite une excellente soirée sur Médien TV. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en cours de route. Et je vous dis à demain.